Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons au transfert d'argent avec notre dossier du jour qui sera consacré à la société sénégalaise Wari. Au programme également de cette émission, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh est arrivé en France ce mardi 28 février pour une visite de travail de 3 jours. Et le Maroc a annoncé son retrait unilatéral de Guerguerat, zone tampon de l'ONU au Sahara occidental. Et pour nous accompagner pendant cette émission, François Gomis, vous êtes docteur en sciences politiques. Bienvenue. Merci, bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et avec nous également, Sédik Abba, vous êtes journaliste. Bienvenue. Merci et bien, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Tout de suite, actualité du jour. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh est en France depuis ce mardi 28 février. Il y effectue une visite officielle de 3 jours. La première depuis 10 ans. Le chef de l'État djiboutien a été reçu par son homologue, le président français François Hollande. Ils ont notamment évoqué les enjeux de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Zahra Mohamed-Moutio. Il s'agit de sa première visite en France depuis 10 ans. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh se trouve à Paris pour une visite officielle. Elle a démarré ce mardi 28 février et devrait durer 3 jours. 3 jours durant lesquels il sera question de rétablir les liens d'antan. Entre la France et la République du Djibouti, il y a d'abord le lien d'amitié historique. Et aujourd'hui, par rapport à la dimension de développement qu'est connaît Djibouti, d'un point de vue régional et d'un point de vue international, la visite du président de la République à la demande du président Hollande est d'abord de réaffirmer ces relations historiques qui lient notre deux pays. C'est également aujourd'hui consolider l'existant et travailler également sur un nouveau partenariat. La relation franco-djiboutienne est surtout marquée par une prévalence des questions militaires. Ce voyage officiel intervient alors que les équilibres régionaux sont en pleine recomposition dans la Corne de l'Afrique. Et Djibouti, de par sa position géographique, demeure un acteur incontournable de la sécurité internationale. La France sera toujours considérée comme un partenaire à part entière pour ce qui concerne cette question-là. Donc la présence militaire est quelque chose de non négligeable, quelle que soit la réduction de l'effectif français. La France y tient pour sa présence, la République du Djibouti tient également la présence de la France, sauf qu'effectivement il y a des situations qui évoluent, donc il faut considérer les contextes aujourd'hui régionaux, puisque le Yémen, la situation du Yémen également, pose peut-être d'autres problèmes. C'est une des raisons pour laquelle il y a des choses à consolider, il y a 2 points également à développer, à faire évoluer. C'est la première fois que les 2 chefs d'État s'entretiennent dans un cadre bilatéral. Accompagné d'une délégation qui compte tous les poids lourds de son gouvernement, le chef de l'État djiboutien est attendu dans les prochains jours, notamment au MEDEF, le mouvement des entreprises de France, pour rencontrer des chefs d'entreprise. Sédik Abba, c'est la première visite du président djiboutien depuis 10 ans. Qu'est-ce qui, d'après vous, amène le chef de l'État djiboutien en France en ce moment? Je pense qu'il y a cette visite dans le besoin de consolider les liens déjà très forts qui existent entre Djibouti et la France. Comme on le sait, Djibouti est une ancienne colonie française qui a accédé à l'indépendance en 1977. Et pendant très longtemps, la France a entretenu et elle continue d'entretenir sa plus grande base hors de France, qui est à Djibouti. Et comme on sait, depuis un certain temps, il y a de nouveaux acteurs sur le territoire djiboutien. Les Américains ont installé une base, les Chinois ont installé une base, les Japonais. Donc, il y a une diversification du partenariat djiboutien, et notamment la montée en puissance de la Chine. Et de mon point de vue, il y a une certaine inquiétude qui s'est exprimée. Une inquiétude de la part des Européens, des Français, que le leadership français à Djibouti soit un peu bousculé par l'arrivée de nouveaux acteurs. Et cette visite est l'occasion de rediscuter, de renouveler ce partenariat, puisque après la rencontre avec le chef de l'État français, il rencontrera le président du Sénat, M. Larcher, il ira au MEDEF, tout ça pour exprimer la solidité du lien entre Djibouti et la France.
Il reste que, comme on a pu le voir, il y a notamment de la part de la diaspora djiboutienne le souci que la France demande plus d'ouverture démocratique à Djibouti. François Gomis, vous êtes d'accord avec cette analyse? La présence croissante de la Chine à Djibouti inquiète les autorités françaises? Tout à fait, je partage parfaitement l'analyse de M. Kaba. J'aimerais plus insister par exemple sur le rôle de la Chine. Parce que comme il a si bien dit, Djibouti c'est 23 000 km², moins d'1 million d'habitants. Cette dimension peut apparaître petite, mais sur l'échiquier international, le pays a, disons, une position stratégique considérable. Parce qu'il se situe dans un endroit, par exemple, entre le golfe d'Aden et la mer Rouge, où transitent pas moins de 40% des importations mondiales. Donc, ce qui s'est passé, comme il a si bien souligné, c'est une ancienne colonie française. En 2008, quand Sarkozy a fait le président Sarkozy, pardon, a fait le redéploiement stratégique et a réduit le nombre de bases militaires françaises, il en a gardé 2, l'un sur la façade atlantique et l'autre à Djibouti. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, la France était le partenaire stratégique principal et au jour d'aujourd'hui, il y a l'irruption de nouveaux acteurs dans son ancien précaré, si je puis m'exprimer ainsi, qui se traduit forcément par des inquiétudes. Et là, je pense que cette visite entre dans ce cadre-là, où la France va essayer de réaffirmer sa position stratégique à Djibouti, et le président Oumar Guelleh va essayer de chercher une certaine légitimité, disons, au niveau des autorités françaises. C'est Kaba, dans la recomposition géopolitique de la Corne de l'Afrique qui est en train de se faire actuellement. Djibouti est en train de devenir un interlocuteur central dans cette Corne de l'Afrique? Ah oui, Djibouti a un rôle stratégique, comme il a été bien dit. Djibouti, d'ailleurs, exploite avec beaucoup d'intelligence la rente géostratégique, puisque toutes ces bases militaires font rentrer des devises à Djibouti. Le bail avec les Américains a été renouvelé pour au moins 2 décennies. Et les Japonais se bousculent. Donc, Djibouti a un rôle géostratégique. Elle continue à l'assumer pleinement. Mais il y a aussi le rôle géostratégique au niveau de la Corne de l'Afrique, puisque, comme vous savez, Djibouti est le seul port d'ailleurs de l'Éthiopie, le grand voisin éthiopien. Et Djibouti aussi joue un rôle important dans la stabilisation de la Somalie, puisque un contingent djiboutien a été dépêché en Somalie pour aider les autorités somaliennes à combattre les Shabab. Donc il y a une volonté, bien que ce soit un petit pays de 23 000 km², avec moins d'1 million d'habitants, il y a une volonté de jouer un rôle diplomatique important dans cette zone et au plan international aussi. D'ailleurs, il faudra ajouter aussi que Djibouti est un îlot francophone dans cette partie. C'est le seul pays francophone et Djibouti souhaite aussi porter le rayonnement de la culture et de la langue française dans cette partie du continent africain et du monde. Merci. Dans l'actualité également, le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé ce dimanche avoir ordonné un retrait unilatéral des forces armées d'une route reliant le Sahara occidental et la Mauritanie via la localité de Guerguerat. Il s'agit d'une avancée dans l'épineux dossier de ce territoire revendiqué par le Maroc et par les indépendantistes sahraouis. Zahra Mohamed Moutiou. Le Maroc annonce son retrait de la zone de Guerguerat. La région de Guerguerat, à l'extrême sud-ouest du Sahara occidental, était depuis août 2016 le théâtre de tensions entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. Côté marocain, on veut voir dans ce retrait un signal fort. Cette décision marquerait une avancée dans l'épineux dossier du Sahara occidental. C'est un signal très fort qui a été envoyé par le Maroc en termes donc de contribuer à réduire les zones de conflit en Afrique, mais aussi d'engager une nouvelle stratégie diplomatique sur le continent en intégrant les principaux cadres d'intégration qui sont... Donc on peut considérer ces retraits du Maroc de cette zone d'occupation comme faisant partie de sa nouvelle stratégie d'offensive diplomatique en Afrique. Donc abandonner les questions conflictuelles comme l'occupation du Sahara occidental et l'intégration des cadres où on peut promouvoir la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. Ce retrait concerne un tronçon de route à travers le désert qui relie le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Ce bitume s'arrête à la frontière avec la Mauritanie. Dans cette zone, la gendarmerie royale marocaine au nord et les hommes du Polisario au sud se font face. Une situation périlleuse et la décision du Maroc est loin de dissoudre les craintes des indépendantistes sahraouis.
C'est un non-événement pour nous, c'est de la poudre aux yeux. Le Maroc veut présenter cette décision comme une concession considérable et s'en servir comme l'arbre qui peut cacher la forêt. La forêt, bien évidemment, c'est l'objectif central de la présence de l'ONU au Sahara occidental. L'organisation du référendum d'autodétermination bloqué depuis 25 ans par le Maroc. Cette décision du Maroc intervient quelques semaines après le retour du royaume au sein de l'Union africaine. Organisation au sein de laquelle un bras de fer est là aussi engagé avec le Front Polisario, mais cette fois sur le terrain politique. Et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo nous a rejoint. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors Jean-Marie, on vient de le voir dans ce sujet, le roi du Maroc a donc annoncé le retrait de la zone de Guerguerat. Est-ce que d'après vous, ça veut dire que le roi, il essaye de montrer qu'il est prêt à des concessions importantes sur le Sahara occidental? Il est impératif que le roi fasse des concessions là-dessus, Fanny. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une situation qui perdure maintenant depuis pratiquement des décennies et des décennies. Il est vrai, bon, je viens d'entendre dans le documentaire que vous avez les gens, si vous voulez, du mouvement sahraoui qui ne sont pas d'accord. Ouais. Mais il faut bien, si vous voulez, qu'on commence par des avancées. C'est vrai que bon, ils sont impatients dans la mesure où on sait en fait, ils disent que c'est de la poudre aux yeux, quoi. Bon, ils disent que c'est la poudre aux yeux. Ça peut pas l'être parce qu'aujourd'hui en Afrique, le Maroc est revenu, si vous voulez, au sein de l'Union africaine. Mais n'empêche que vous avez des États qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette rentrée-là. Mais comme il y a eu la majorité, le Maroc ayant eu la majorité des acteurs qui le soutenaient là-dessus, donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il faut rentrer, si vous voulez, par la voie diplomatique qui va permettre de résoudre ce conflit-là qui perdure. C'est vrai que, bon, je comprends l'impatience, si vous voulez, du peuple sahraoui en tant que tel, mais on ne peut pas résoudre une problématique comme celle-là qui date depuis des décennies, c'est-à-dire en 2 ou 3 jours, il faut laisser passer la voie diplomatique. Et je pense que la solution ne pourra être trouvée que par la voie diplomatique là-dessus. Même l'ONU s'est pris de ce problème-là, ça fait depuis très très longtemps, et il faut laisser, comment dire, cette diplomatie-là repartir maintenant, parce que je pense que ça va rebondir dans la mesure où le Maroc a intégré l'Union africaine. François Gomis, après vous, c'est un signe d'apaisement de la part du Maroc? Tout à fait, je partage l'analyse de Monsieur Bitomo, en ce sens que le roi du Maroc, parce que dans sa stratégie, où il met en valeur la profondeur africaine du Maroc, il était plus ou moins obligé de donner des signes d'apaisement. En ce sens que, comme il a si bien souligné, le Maroc vient de réintégrer l'Union africaine après 33 ans d'absence. Et puis là, il vient de demander officiellement aussi son intégration au sein de la CEDEAO. Donc je pense qu'il fallait donner des signes d'apaisement. Et puis ça recoupe aussi une demande formulée par le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui avait demandé aux deux parties, c'est-à-dire aux deux belligérants, de retirer sans condition les éléments armés au niveau de cette zone tampon. Donc je pense que c'est un signe d'apaisement qui, je l'espère, contribuera à, disons, qui, je l'espère, contribuera à peut-être régler définitivement cette fois-ci ce problème que le nouveau secrétaire général des Nations Unies a décidé de prendre à bras le corps. Sidi Kaba, rapidement, d'après vous, pourquoi est-ce que cette décision elle intervient maintenant? Est-ce que c'est en rapport avec la réintégration de l'Union africaine? Non, on peut présumer que c'est un signe de bonne volonté. On ne peut pas considérer cet acte comme un non-événement. C'est un acte qui permet de décrisper la situation, puisque cette situation-là, la situation de tension, la situation où on retrouve pour la première fois les forces armées royales du Maroc face à un détachement du Polisario, avec le risque que le feu soit ouvert à tout moment, est une situation nouvelle qui a été créée en août avec la décision de construire ce petit tronçon de route. Le fait que le Maroc se retire de cette zone tampon qui était inoccupée avant est un signe de crispation qui va permettre de créer des conditions d'une reprise de discussion. Ce n'est pas encore la solution au problème, mais ça favorise quand même, ça crée déjà un climat de confiance qui permet de reprendre les discussions où elles se sont arrêtées, puisque comme vous savez, le référendum d'autodétermination n'a pas encore été organisé, conformément aux prévisions des Nations Unies. La proposition du Maroc d'aller vers une autonomie plutôt que vers une indépendance de ce territoire. Donc tout cela, le geste marocain permet de rétablir la confiance entre les différentes parties et de poursuivre la discussion. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.